Des échecs quand on entreprend, et ça fait 18 ans que j'entreprends, on en a beaucoup. Quand on était dans des phases de croissance avec Vecchia, en fait, il s'est posé la question de recruter une équipe commerciale. J'ai recruté un directeur commercial qui était par ailleurs très compétent, mais ça marchait pas, il n'arrivait pas à faire des ventes. Et donc on a recruté un autre directeur commercial, et pareil, ça a patiné, on n'a pas réussi, un troisième directeur commercial. Et puis à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, pourquoi ça prend pas? Et on a pris conscience que en fait, le produit qu'on vend, il est tellement technique et tellement disruptif, en fait, que si tu n'as pas une conversation les yeux dans les yeux de fondateur avec le conseil d'administration ou le CEO de la boîte cliente en face, en fait ça peut pas fonctionner. On n'était pas capable nous de nourrir nos commerciaux avec des leads bien qualifiés, du matériel marketing, et donc en fait c'était indispensable que ce soit l'équipe de fondateurs en fait qui assume cette fonction là, jusqu'à ce qu'on ait vraiment stabilisé notre capacité à créer du marketing et à créer du lead de qualité. Là les commerciaux peuvent travailler, et ça a été assez dur comme échec puisque ça nous a ramené plusieurs fois à la case départ. Bonjour Manuel. Bonjour Abder. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de moi. En tout cas, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui dans le podcast Confidence d'un fondateur. On va pouvoir parler de ton parcours, ce que tu avais fait pendant toutes ces années-là dans le domaine de l'IA et pas que. En tout cas, je suis ravi et bienvenue. Merci pour ton invitation. Je suis très content d'être là aussi. Ravi. Tu as un parcours un petit peu spécial parce que tu as commencé par la recherche, donc, ouais. PhD, puis HDR, donc tu as accompagné un petit peu les doctorants pour passer leur diplôme. C'était ça, tu m'as bien expliqué. C'est ça. Tu as passé par la CNRS, l'INRIA, tu as passé aussi par Cambridge, et pourtant tu as tout quitté pour entreprendre. Donc c'est ce qui nous intéresse un petit peu dans ce podcast-là. Aujourd'hui, tu diriges Vecchia, qui accompagne les entreprises dans la stratégie IA, dans la supply chain. C'est ça. À travers ce parcours-là riche, il y a aussi des difficultés, il y a des erreurs, ça on le sait tous, c'est les montagnes russes. Est-ce que pendant ton parcours, là, depuis le début, est-ce que tu as eu un échec qui est marquant? Un échec, tu dis, bah là, ça t'a bousculé un petit peu, mais tu as réussi quand même à t'en sortir et aller de l'avant. Tu peux en dire plus. Alors, ouais, des échecs quand on entreprend, et ça fait 18 ans que j'entreprends, on en a beaucoup. Il y en a un qui m'a particulièrement marqué, qui m'a aussi beaucoup appris, c'est quand on était dans des phases de croissance avec Vecchia, en fait, il s'est posé la question de recruter une équipe commerciale. Et donc, j'ai recruté un directeur commercial qui était par ailleurs très compétent, mais ça ne marchait pas, il n'arrivait pas à faire des ventes. Et donc, on a recruté un autre directeur commercial, et pareil, ça a patiné, on n'a pas réussi, un troisième directeur commercial. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, mais en fait, pourquoi ça ne prend pas? Et on a pris conscience que en fait, le produit qu'on vend, il est tellement technique et tellement disruptif, en fait, que si tu n'as pas une conversation les yeux dans les yeux de fondateur avec le conseil d'administration ou le CEO de la boîte cliente en face, en fait, ça ne peut pas fonctionner. Et donc, en fait, ce que j'ai appris à ce moment-là, c'est que on n'était pas capable, nous, de nourrir nos commerciaux avec, d'une part, des leads bien qualifiés, du matériel marketing. Et donc, en fait, c'était indispensable que ce soit l'équipe de fondateurs, en fait, qui assume cette fonction-là, jusqu'à ce qu'on ait vraiment stabilisé notre capacité à créer du marketing et à créer du lead de qualité, où là, les commerciaux peuvent travailler. Et ça a été assez dur comme échec, puisque ça nous a ramené plusieurs fois à la case départ, jusqu'à finalement comprendre qu'il y avait des étapes qu'on a voulu bypasser. Et en fait, ça ne marche pas, on peut pas brûler les étapes. Il y a des étapes qu'il faut vraiment construire pour être en capacité d'atteindre une compétence, une efficacité commerciale. Ok. Et dans ce moment-là, qu'est-ce qui t'a permis en fait de sortir de cet échec-là, de ce doute-là? Quel était le moteur qui t'animait tous les jours pour dire il faut que j'aille, c'est pas grave? En fait, moi, ma difficulté au début, c'est quand tu es étiqueté entre guillemets chercheur, les gens projettent sur toi, et notamment les actionnaires, dire lui il connaît rien au commerce, donc on va lui coller un directeur commercial qui va faire ça bien. En fait, moi, l'erreur que j'ai faite, c'est que j'ai cru aussi à ce récit-là. Et finalement, il m'a fallu du temps. Quand la deuxième fois, je me suis dit, bon, c'était un mauvais recrutement. Deuxième fois, tu te dis, bon, c'est quand même bizarre qu'on doive recruter un troisième. Et puis là, je me suis dit, non, il y a quelque chose qui ne va pas. Si tu veux, j'ai repris ma casquette de chercheur. Je me suis dit, je vais analyser ce qui se passe. Et à ce moment-là, j'ai pris conscience, en fait, que malgré la qualité des gens qu'on avait recrutés, en fait, ils n'étaient pas positionnés en situation où ils pouvaient réussir. Et donc, c'est là où j'ai pris conscience, en échangeant avec d'autres entrepreneurs et avec aussi d'autres écosystèmes, que j'ai pris conscience des étapes qu'on avait voulu brûler. Et je me suis rendu compte qu'il fallait surtout pas le faire, en fait. Ouais.
Ouais, c'est dur, hein, le recrutement, en fait. Ouais, On peut faire une erreur de casting. c'est très très difficile. Et surtout, au départ, on peut pas partir sur le feeling parce que on doit quand même Mm. s'assurer que la personne elle a cette compétence-là, elle pourrait s'intégrer avec l'équipe Exactement. existante. Et ça arrive souvent, il y en a pas mal des fondateurs que j'ai reçus qui m'ont dit pareil, c'était le recrutement, Ouais. des difficultés qu'ils ont eu. Sur des profils clés qui sont complémentaires à tes propres compétences, c'est hyper difficile parce que c'est par définition un sujet que tu maîtrises pas bien. Sinon, D'accord. tu n'as pas besoin d'avoir quelqu'un pour t'épauler là-dessus. Et donc, c'est là où en fait c'est le plus difficile. Ok, très bien. Bah, ça marche. Bah, écoute, très bien, c'est un fléau pour tout le monde. Est-ce que maintenant tu peux nous dire qui est Manuel Davy et qu'est-ce que tu fais? Alors, bah, en gros, je me présente d'abord comme un entrepreneur. Je suis ingénieur de formation. Et moi, je suis passionné par un truc, c'est l'intelligence artificielle au service de la performance des entreprises. Parce que la performance des entreprises, bah, c'est de l'emploi, c'est de la compétitivité, c'est de la richesse pour tout le monde. Et donc, je me suis dit comment je peux mettre à disposition ce savoir et cette compétence que j'ai en IA auprès d'entreprises sous différentes formes. Et donc, c'est après un parcours d'une dizaine d'années dans la recherche scientifique, bah, je me suis dit, bah, premier essai pour transformer Vekia et on transforme en fait l'intelligence artificielle dans le domaine de l'approvisionnement, qui est une des fonctions clés de la supply chain des entreprises. Deuxième casquette, c'est avec la Cité de l'IA, qui est là plus un mode associatif d'entreprise pour aider en fait tout l'écosystème d'entreprises locales à se développer plus vite. Et puis troisième casquette, cofondateur d'AICO, où là l'idée c'est de pouvoir apporter sous forme de conseils et d'accompagnement opérationnel en fait des projets d'IA dans différentes boîtes. Donc c'est ça un peu qui me définit en fait, c'est que je suis passionné du sujet. Ok, bah c'est riche en tout cas. Il y a pas mal de choses. En plus du podcast aussi. Oui, dans le cadre de la Cité de l'IA, effectivement, Ok. on a un podcast, Les Carnets de l'IA. D'accord, très bien. Et tu as passé combien de temps dans la recherche à peu près? C'était quoi la thèse derrière? Alors, j'ai fait ma thèse, ça remonte un peu, hein, parce que c'était entre 97 et 2000, donc je l'ai soutenue en 2000. C'était dans un domaine qu'on appelle aujourd'hui le traitement du signal, qui est un sujet où il y a beaucoup de data. Et je m'intéressais en particulier aux applications du machine learning qui était naissant à ce moment-là, appliquées aux données audio et en particulier à la musique. Ok. Et ça permet d'analyser un petit peu l'essence, c'est ça, et de savoir un petit peu la Alors tonalité. l'idée à l'origine, c'était de reconstituer les partitions des morceaux de musique qu'on écoute, en Ouais. fait, de manière automatique. Ok. À l'époque, c'était un énorme challenge. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile Plus depuis facile qu'il y a le à- deep learning qui est arrivé. Ouais. Et puis après, dans ma carrière de chercheur, en fait, j'ai continué à travailler sur l'application des méthodes de machine learning dans différents domaines Ça scientifiques. Ouais. marche. Et là, tu es passé à Cambridge. C'est dans Ouais. le cadre des recherches ou des Après ma études? thèse, Ouais. après ma thèse, non, j'étais embauché comme chercheur à l'université de Cambridge. Ok. Et où là, bah, j'ai continué à travailler ce sujet des méthodes de machine learning pour ce qu'on appelle l'indexation des documents audio. C'est-à-dire, à l'époque, il y avait des énormes bases de données de musique, de vidéos. Et la seule façon de les retrouver, c'était à partir de mots-clés qui avaient été saisis par des humains. Oui. Et donc, comment on faisait pour automatiser l'extraction d'informations. Donc c'était avant tout ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, donc Ouais. c'était sur des méthodes différentes, mais j'étais un des premiers à appliquer des méthodes de machine learning sur ce sujet. D'accord, bah, c'est très bien. Et tu avais quand même switché derrière avec ces travaux de recherche sur de l'entrepreneuriat. C'est ce qui t'a aidé à construire derrière le Vikia, parce que là, c'est rien à voir. Là, je dis Ouais, peut-être c'est de la supply chain. Là, on parle du son, de Oui, oui. l'audio, mais est-ce qu'il y a quand même du side project, quelque chose de socle de base, quand même, qui t'a servi par la suite? Bah, à Cambridge, ce que j'ai rencontré, en fait, c'est une culture de l'entrepreneuriat dans les labos Ok. de recherche. En fait, il y avait beaucoup de doctorants qui étaient en train de finir leur thèse, qui avaient un projet derrière de créer une boîte. Et puis j'en ai suivi quelques-uns dans leur aventure sans m'engager directement. Je me suis dit c'est quand même vachement intéressant. Et puis je suis quelqu'un qui est un créatif, donc j'avais créé par ailleurs une école d'été qui existe toujours, hein, la Machine Learning Summer School, qui existe depuis 2003. J'avais créé avec des collègues australiens, américains et allemands. D'accord. Et ça a formé des dizaines de milliers de chercheurs aux meilleurs, enfin, du plus haut niveau, en fait, aux avancées du machine learning. Donc c'était déjà une création. C'est en ligne ou c'est en physique? Non, c'était en physique, 2 fois par an, une centaine de chercheurs qui sont réunis pendant 15 jours pour faire Ok. des apprentissages intensifs. Ils viennent sur l'île ou Ah non, c'est dans le monde entier, en fait. Ok. On change de pays tous les ans. Ok, très bien. Mais je m'en occupe plus maintenant. Ok, ça marche. Et puis une équipe, après, j'ai créé une équipe à l'INRIA, à Lille, en 2006, avec des collègues. On a créé ce qui est devenu plus tard une des plus grosses équipes françaises académiques de recherche en machine learning, l'équipe SQL,
Donc tu vois, j'avais déjà en moi en fait ce côté créateur. Et donc quand l'opportunité avec un doctorant de l'équipe s'est présentée en 2008 de créer Vecchia, bah, j'ai dit banco. Okay. Ça m'a vraiment intéressé et j'y suis allé à fond. Ah, c'est très bien. Et toi qui avais fait la recherche en France, aux États-Unis, c'est quoi les différences à part le fait qu'eux, ils ont un aspect entrepreneurial avancé? Bah, je dirais en France, on bénéficie quand même d'une formation initiale en maths qui est quand même hyper bonne. Okay. Donc les gens sont très très bons d'une manière générale dans la compétition mondiale sur la recherche. Effectivement, là où il y a une vraie différence, c'est dans la culture entrepreneuriale. Il y a assez peu de chercheurs confirmés comme moi qui basculent dans la création d'entreprise. La plupart le font tout en gardant complètement leur métier de chercheur, un peu comme un side project. Okay. Moi, ça ne me correspondait pas tellement, j'avais envie d'y aller à fond. C'est pour ça que j'ai en fait un peu lâché ma première activité de chercheur. Donc, et à un moment donné, il y a eu un déclic quelque part où tu te dis, bah là, c'est le moment. Ouais, c'était plus une montée en puissance petit à petit. Le projet devenait important dans ma tête. Et puis quand l'opportunité s'est présentée, j'étais prêt en fait. Ok. Ouais. Et au démarrage, est-ce que tu avais rencontré des difficultés? Est-ce qu'il y avait des doutes en toi où tu dis là c'est un projet qui est dans ma tête tout seul, est-ce que j'arrive à le mettre vraiment sur place, à le sortir en réalité? Ouais, alors le projet en fait il était assez flou. On a créé une entreprise comme on ne crée plus tellement aujourd'hui, c'est-à-dire aujourd'hui on part vraiment sur un produit, une idée, ou là on est parti plutôt, le projet c'était de créer une entreprise et puis on verra bien ce qu'on fera, mais c'est dans le domaine du machine learning. Okay. Parce qu'en fait on a commencé comme une activité de conseil, on a fait beaucoup de conseils, ça a marché très bien d'ailleurs, on a donné plein de rapports à des directions informatiques de la région, mais en fait, là où l'entreprise s'est vraiment mise en mouvement, c'est quand on a constaté qu'ils n'arrivaient à rien transformer dans les préconisations, parce qu'ils ne savaient pas le faire, ils n'avaient pas les outils, ils n'avaient pas les talents. En 2008, je rappelle, 2009, 2010, ça n'existait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui. Et donc, on s'est dit, on va le faire pour vous, en fait. Et donc, on a commencé à faire du service, et puis assez vite, on a basculé sur une logique d'éditeur, parce que le service n'était pas suffisant par rapport aux besoins qui étaient remontés. Ça marche. Et donc, pour toi, c'était... Comment tu le voyais en fait cette transition vers Vecchia? Tu l'as vu comme une vision précoce, ou sur un pari risqué, ou tu avais quand même fait des études de marché, tu as analysé quand même, tu avais quand même cette... Non, c'était vraiment au feeling avec... en fait, c'était pas un feeling complet, c'était un feeling éclairé. Parce qu'en fait, dans le cadre des activités de recherche avec INRIA, en fait, j'ai fait beaucoup de projets avec des entreprises où j'ai constaté qu'elles avaient des données, elles avaient des problématiques métiers qui pouvaient être résolues. Et donc, je me suis dit, il faut y aller. Là, je suis porteur d'un savoir-faire qui était assez peu répandu à l'époque sur le machine learning. Ouais. Du coup, j'ai eu une opportunité. Et c'est vraiment sur cette vision-là que j'ai démarré. Après, quand on est éditeur, on ne peut pas faire un logiciel qui fait tout. Et donc, notre choix, il s'est concentré à l'époque sur un enjeu vraiment... différenciant pour les entreprises, qui est la supply chain. Okay. Parce que là, il y a des enjeux économiques qui sont majeurs. Et petit à petit, en fait, on a beaucoup fait d'avant-vente, d'interactions avec des entreprises. On a compris que c'était un pain point vraiment très important pour eux. Et que du coup, on a positionné l'entreprise là-dessus. Ok. Et pour trouver tes premiers clients, est-ce que c'était facile, dur? Surtout quand on commence, on vient d'un domaine de la recherche, on n'a pas cette appétence... commercial, donc c'est dur. Moi, je le sais aussi, je suis ingénieur informatique, on n'a pas l'habitude à tchatcher, à vendre un produit, on a du mal là-dessus. Comment ça s'est passé cette phase d'acquisition de premiers clients? En fait, surprenamment bien, j'ai envie de dire, aussi peut-être parce que moi je suis passionné du sujet et les gens ils aiment bien discuter de ça avec moi. Dès cette époque-là, ils aimaient bien, il y avait beaucoup de curiosité. Donc c'est vrai que 9 sur 10 des rendez-vous qu'on faisait, en fait, les gens, ils n'avaient aucune intention d'acheter quoi que ce soit, mais ils avaient vachement envie d'apprendre. Donc, on faisait un peu de la pédagogie et de la sensibilisation. Mais de temps en temps, on tombait sur des gens qui disaient « Ouais, là, j'ai un vrai pain point, j'ai envie d'essayer avec vous. » Et à ce moment-là, on arrivait à leur vendre une étude, puis un test, puis un démonstrateur. Et puis après, on passait à l'échelle et c'est à ce moment-là que ça devenait des vrais clients. Mais c'était un processus assez long. D'une manière générale, quand on vend des applications avec des technologies très nouvelles sur des processus critiques des entreprises, c'est forcément, il y a beaucoup d'étapes de réassurance. C'est forcément assez long de faire une vente comme ça. Mais on a eu la patience, je dirais, de suivre chacune de ces étapes. Ok.
Et quand tu avais lancé Vika, tu étais tout seul du coup en mode... Alors on était trois. Après, il se passe ce qui se passe parfois dans les groupes de créateurs. On ne s'est pas forcément entendu. En tout cas, on ne s'est pas aligné sur la même vision du projet. Donc on s'est séparés, mais je veux dire, c'est pas un drame. Ok. Et donc je suis resté seul dans le projet, à la tête de la boîte. Et pourquoi tu es resté? Parce que c'est toi qui portais l'idée dès le départ, ou est-ce que t'avais pas le choix? Parce qu'en fait, j'avais un peu je pense que j'étais un peu l'acteur emblématique de la boîte, et puis c'est avec moi que les clients ils avaient envie de bosser et de travailler, donc naturellement ils se tournaient vers moi. Ouais. Et donc comme le projet il était déjà bien lancé, il y avait déjà des collaborateurs et tout, je me suis pas vu quitter le navire en race campagne, et donc c'était à la fois un sens des responsabilités et puis le côté passionné que j'ai autour de ce sujet-là qui disait mais ça m'intéresse, j'ai envie de continuer quoi. Ok, très bien. Donc Vikia, c'est surtout de l'édition de logiciels, donc c'est un logiciel destination des entreprises. La vision produit, tu l'as apporté parce que ça vient d'un projet que tu as travaillé en side project dans ta recherche. Tu as recruté par la suite pour le développer, j'imagine, pour aller avoir un MVP. C'était quoi qui drivait en fait ton produit? Est-ce que c'est les routeurs clients ou c'est ta vision que tu avais en fait, toi, tout ce que tu as défini au préalable? C'est la rencontre des deux en fait. Tu vois, moi j'avais une connaissance aiguë de ce que peut apporter la technologie, des capacités en fait des algorithmes, mais j'avais pas forcément une compréhension suffisamment fine des besoins métiers qui sont des vrais besoins, pas des besoins des vrais points, pas des croyances de la profession. D'accord. Et donc pour vraiment trouver ce qu'il fallait faire, j'ai passé beaucoup de temps, j'ai fait beaucoup d'interviews en fait dans le cadre d'études qu'on vendait à des clients. Donc par exemple des études sur la supply chain, j'ai interviewé des dizaines de personnes. Et puis j'ai commencé à avoir une vision de ce qu'il fallait faire que j'ai mis sous forme d'un document. Donc j'ai écrit complètement la première version du logiciel. Roadmap. Il y a 250 ou 300 pages en fait de description fonctionnelle et technique de la solution qui a été petit à petit après développée et mise en place, avec évidemment des changements, mais globalement tous les éléments étaient là. Ok. Et parce que toi tu viens de l'IA, c'était plus facile en fait du coup de mettre en place une solution IA, mais tu n'avais pas fait tout ça tout seul, donc tu avais besoin quand même de recruter. Est-ce que c'est facile de recruter dans l'IA? Alors j'imagine aujourd'hui déjà on le sait, mais avant aussi dans les années quand tu as commencé en 2010, c'est ça Avant il n'y avait pas de gens qui faisaient de l'IA. Donc en fait si on voulait vraiment des gens qui faisaient de l'IA, soit on prenait des gens qui étaient des docteurs, soit on prenait des alternants, et en fait on les formait nous-mêmes à tout un tas de choses que leurs profs ne savaient pas leur enseigner. Parce qu'ils connaissaient les algorithmes, mais ils ne savaient pas ce que c'était que de faire de l'IA qui marche à l'échelle, de manière industrielle et robuste, avec des contraintes techniques qui sont que les clients à l'époque, ils étaient sur des bases de données type Oracle ou SQL Server, et qu'il fallait que ça tourne là-dessus. Donc écrire du machine learning en PLSQL, enfin des trucs de dingue maintenant quand on y pense. Mais à l'époque, on était obligé de faire ça. Donc il fallait former les gens, et c'était assez long. Ok. Et la technologie aussi, elle n'était pas assez développée qu'on a actuellement. Vous avez réussi quand même à maintenir un petit peu le logiciel et à l'évoluer avec l'évolution de l'IA, ou comment tu as géré tout ça? En gros, on a eu un gros moment de bascule en 2017, en fait, où on avait une version... avant 2017, il n'y avait pas beaucoup de SaaS non plus, il n'y avait pas de cloud. Donc on était en version on-premise qui tournait sur des bases Oracle, avec déjà du machine learning à l'échelle sur ces choses-là. Okay. Et puis à partir de 2017, on avait eu la chance de pouvoir faire une levée de fonds qui nous a permis de financer en fait la réécriture complète de l'application en mode cloud. Et donc à ce moment-là, on est basculé sur des technologies actuelles qu'on continue d'enrichir en permanence avec les innovations, quoi. Ok. Et derrière, dans le... Est-ce qu'il y a, vous avez développé quand même un modèle machine learning pour la prédiction, j'imagine? Lui, il a bougé, ou vous avez quand même... Non, il bouge énormément, en fait, pour plusieurs raisons. C'est que, en fait, d'un client à l'autre, même si ça apparaît être le même sujet, qui est en fait de prévoir... En fait, on prévoit beaucoup de choses. On prévoit la demande des différents produits qu'on doit approvisionner, donc les ventes, etc. Mais on ne prévoit pas que ça. On prévoit aussi la date de livraison. Parce que certains fournisseurs, on fait la commande 3 mois avant, et la livraison, c'est à 15 jours près, mais on a besoin d'être plus précis que ça. On prédit aussi l'état des stocks, parce que ce qu'on appelle l'inventaire, en fait, on se rend bien compte que quand on a un magasin de bricolage qui a 50 000 références et qui a 200 magasins, ça fait beaucoup d'inventaire à faire, donc il y a plein d'erreurs, et donc il faut qu'on reconstruise mathématiquement de manière probabiliste tous les états de stock.
Et donc, tout ça, en fait, c'est des algorithmes propriétaires parce que ça n'existe pas dans les boîtes à outils standards, des choses qui soient complètement probabilistes et qui passent à l'échelle. Ok. Parce que nous, on calcule des prévisions pour un de nos gros clients, là, qui est McDonald's, par exemple, en Australie. On produit 20 milliards de valeurs de prévision par jour pour pouvoir faire le calcul des approvisionnements. Ok. Ouais, c'est énorme en termes de... Ça fait énormément de volume. Et derrière, donc ça, c'est la partie prévision. Après, on a des algorithmes de recherche opérationnelle, d'optimisation, qui viennent tenir compte de toutes les conditions d'achat, d'approvisionnement, de marge, de retour de franco, de poids du camion, etc., pour optimiser la commande, pour que en fait, ce soit le plus automatique possible et que ça rapporte le plus d'argent possible à notre client. Ouais, c'est très complexe. Ouais. C'est très complexe, ok. Donc, est-ce que c'est toujours dur, enfin, tu me confirmes, recruter dans l'IA, c'est toujours complexe. Là, je vois qu'il y a quand même certaines écoles qui commencent à mettre en place des parcours spécialisés dans l'intelligence artificielle, dans le data. Il y a un truc que j'ai remarqué ça à Paris, c'est que ça a commencé depuis 3-4 ans. Il y a quand même certains profils qui n'arrivent pas à trouver parce qu'on ne sait pas, est-ce qu'ils arrivent, les entreprises n'étaient pas encore matures, donc il n'y avait pas encore de la demande, et puis d'un coup, on a besoin d'ingénieurs IA, mais il n'y en a plus parce que les autres, qu'ils étaient en IA, ils ont quand même... Ils n'ont pas resté, ils se sont partis sur la data ou en dev parce qu'ils n'avaient pas trouvé du travail dans l'IA, donc c'est un peu complexe en fait. On ne sait pas encore, le marché n'est pas clair en fait. En fait, il y a plusieurs raisons qui font que c'est complexe, c'est que les métiers ne sont pas bien définis encore. Pendant longtemps, dès qu'on parlait IA, on parlait de data scientist. On se rend compte qu'en fait, data scientist, c'est assez marginal dans les projets d'IA aujourd'hui, il en faut, mais pas beaucoup. Il faut des data engineers. Il faut des architectes data, il faut des gens qui fassent des product owners, il faut des chefs de projet IA. Et puis, il faut des ingénieurs IA, donc ceux qui vont plutôt être sur de l'assemblage d'agences, ce genre de choses. Tout ça, ce n'est pas les mêmes profils. Effectivement, si on veut jouer au meilleur niveau, trouver les bons, les attirer, les former, etc., c'est pas simple. C'est pas simple, ouais, donc c'est bon courage pour ceux qui veulent recruter. Ça marche. Et selon toi, en fait, du coup, l'intégration de l'IA, en quoi a-t-elle réellement transformé la supply chain ? Alors, la supply chain, c'est un domaine qui est ultra conservateur, parce que ce que veulent d'abord les gens, c'est que ça marche, et après seulement, ils veulent que ce soit optimisé. Et donc, la difficulté pour les vendeurs comme nous, c'est de rassurer nos clients sur le fait que non seulement ça va fonctionner tous les jours, mais même ça aura une meilleure fiabilité que ce que vous avez aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut réussir à démontrer. Et donc les entreprises, aujourd'hui, elles ont parfois beaucoup de fausses idées sur ce sujet. Donc il y a un gros travail d'évangélisation, d'explication et de réassurance à leur apporter pour leur dire non, vous allez voir, ça va être plus fiable. Et en plus, ça va vous apporter un surcroît de performance tout à fait significatif. Mais en même temps, pour ces boîtes-là, c'est un sujet de transformation qui peut être assez majeur. Donc elles ne font pas ça comme ça un matin en se levant, on dit tiens, on va transformer notre solution. Ça doit rentrer dans une vision stratégique portée par la direction générale. Ok, donc c'est quoi la taille des entreprises qui s'intéressent à ce genre de solution ? On en trouve un peu dans tous les domaines. Dès qu'il y a une supply chain un petit peu compliquée et qu'un fichier Excel de base, ça fait plus le job. Donc c'est des grands comptes généralement qui sont plus... Alors c'est d'abord les grands comptes. Je parlais de McDonald's tout à l'heure, des grandes entreprises dans le domaine de la distribution de matériaux ou l'énergie. Ça, c'est typiquement le cas. Après, on a beaucoup d'ETI industriels qui ont une chaîne de production à alimenter et puis après, ils doivent distribuer leurs produits. Et puis, on a aussi des PME qui vendent beaucoup de produits, qui font quelques dizaines de millions de chiffres d'affaires et qui, aujourd'hui, se pataugent un peu avec toute la complexité de la supply chain, qui voient un intérêt à ce type de solution. Ok, est-ce que tu as un cas client où ça a vraiment changé sa façon de bosser ? En fait, un de nos grosses success stories, c'est quand le journal The Economist a fait un article sur nous, parce qu'en fait, ils nous ont identifiés comme une des premières entreprises dans le monde à faire de l'IA à grande échelle. Donc, c'était un article qui est sorti en 2018. Et notre client de l'époque, c'était Leroy Merlin en France. Et en fait, on avait permis à la boîte, c'était les chiffres qui sont dans l'article, d'économiser 80 millions d'euros de stock, tout en augmentant le chiffre d'affaires du libre-service d'à peu près 1,2%. Donc, ramené à plusieurs milliards, on se rend compte que ça a des effets de levier qui sont tout à fait majeurs. D'accord. Là,
tu avais dit 80 millions, c'est juste ils ont plus d'argent en fonds de roulement en fait. Exactement, c'est du BFR, c'est de la capacité d'investissement, d'acheter des nouveaux magasins, enfin c'est ça évite les stockages et les promos quoi. Exactement. Ok, très bien. Est-ce que, là je le sais, enfin de toute façon on sait tous, j'allais poser la question, est-ce que c'est un game changer, ça l'est en fait réellement, mais est-ce que c'est accessible aussi pour les petites boîtes? Ouais, pour revenir sur cette question de game changer, juste pour te donner un chiffre, sans IA, tu arrives à automatiser la fonction appro au maximum à 70-80%, c'est-à-dire que tu as 70-80% des lignes de commande qui sont faites par la machine et qui ne sont pas modifiées par l'homme. Avec l'IA, on arrive à 99,5%. Donc en fait, c'est vraiment transformateur et ça transforme les métiers même dans la supply chain. Et aujourd'hui, oui, pour répondre à ta deuxième question, en fait, la technologie, elle est accessible à des PME, justement parce qu'en fait, on en a fait des déclinaisons, nous, de manière différente, pour avoir la solution, la grosse plateforme industrielle pour des acteurs comme McDonald's ou d'autres, et puis une version plus light pour des boîtes qui ont quelques centaines ou quelques milliers de références et 2 ou 3 sites. Ça marche. Et vous avez des clients que vous avez accompagnés qui sont que dans l'e-commerce, par exemple? Ouais, on a des clients dans le domaine du retail, un certain nombre. Ouais. Parce que là, je le vois comme je l'imaginais dans ma tête. Je me suis dit, ceux qui font de l'e-commerce, c'est encore plus compliqué. Parce dans le e-commerce, ouais. Alors oui, c'est à la fois plus compliqué et plus simple dans le sens où tu as un seul site à approvisionner. C'est-à-dire c'est ta plateforme de distribution. Alors que dans le commerce traditionnel, tu as vite 100 ou 1000 magasins. Oui. Et donc là, en fait, ça démultiplie l'approvisionnement de manière encore plus forte. Ok. Mais dans les commerces, ça simplifie vachement parce qu'en fait, le fait de dire, là, est-ce que j'ai dans mon stock parce que j'ai un seul entrepôt? Est-ce que, par rapport à ce que je dois commander à mon fournisseur, à quel moment je dois commander? Est-ce que j'ai des pistes? En fait, ils ont des indicateurs un petit peu... Ok, donc l'IA pourrait vraiment... simplifier, automatiser à 100%. Ouais, alors il y a à la fois la simplification, l'automatisation, mais il y a aussi l'optimisation des performances. C'est-à-dire, est-ce que je dois acheter aujourd'hui, je dis n'importe quoi, une palette de ce produit-là, ou est-ce que je profite d'une promo du fournisseur pour en acheter 3 palettes moins chères, et est-ce que je vais réussir à les écouler ou pas avant qu'elles soient devenues obsolètes? Ça, c'est des arbitrages hyper difficiles. En fait, qu'on peut rationaliser avec de la data et automatiser, en fait. Et du coup, les entreprises voient leur marge opérationnelle augmenter très largement tout en diminuant leur stock. Ok, ça marche. Et en France, est-ce que vous avez des concurrents avec IA ou vous êtes le seul sur le marché parce que vous êtes les premiers arrivés? Non, c'est jamais bon d'être tout seul sur son marché. Non, il y a des concurrents. Après, nous, on est vraiment pionniers sur l'IA, donc on a la meilleure maîtrise technique. Et on est allé le plus loin aussi sur la partie algorithmie. En fait, on a les algorithmes aujourd'hui les plus avancés du marché sur ce sujet-là. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est pas par hasard que je cite McDonald's, parce qu'il a été reconnu plusieurs années de suite comme la supply chain la plus exigeante au monde par Gartner. Et donc le fait qu'ils aient choisi notre technologie, ça montre en fait qu'on joue au plus haut niveau mondial. Ouais, donc vous êtes confirmé dans le domaine, on va dire. Voilà, on peut dire ça. Ok. Et du coup, d'après ce que tu vois sur les boîtes que tu accompagnes, mais aussi dans la cité de l'IA et tout ce que tu fais dans l'écosystème, qu'est-ce que tu vois comme limite actuelle en fait de l'IA en entreprise? Est-ce que c'est la data? Est-ce que c'est la culture? Est-ce que les RH, est-ce que les gens qui sont pas encore, ils n'ont pas cette culture-là d'aller utiliser de l'IA? Ouais, en fait, j'ai coutume de dire qu'il y a 5 points qui peuvent freiner en fait ou faciliter l'IA. Effectivement, la culture, c'est un élément, et un point particulier de la culture, c'est la vision du dirigeant ou de la dirigeante. Est-ce qu'elle est capable ou est-ce qu'il est capable de projeter dans sa stratégie le vrai côté game changer de l'IA? Et ça fait vraiment une énorme différence en fonction d'une boîte. Le deuxième sujet, c'est celui que tu as dit, c'est la data. On a tendance à dire la qualité, mais en fait, la qualité, elle n'est pas intrinsèque, elle dépend du cas d'usage. Par contre, le truc qui est vraiment important, c'est qu'elle soit accessible. Et il y a trop de boîtes aujourd'hui où la data, elle est dans les systèmes d'information à droite à gauche, et c'est une vraie galère pour aller la récupérer. Donc ça, c'est un vrai frein. Je dirais le troisième frein, c'est est-ce qu'il y a des talents et des gens qui vont savoir faire un projet ou le piloter opérationnellement? Ça, je dirais, c'est peut-être le plus facile, puisqu'on peut se faire accompagner. Il y a des boîtes de services qui font ça très bien. C'est le volet RH, en fait. Ouais, c'est le volet RH. Ensuite, il y a la culture de l'innovation. Tu vois, est-ce que si la boîte, tous les 3 premiers sont bons, mais qu'il y a 0 culture de l'innovation, tu peux toujours essayer de faire de l'IA, ça ne marchera pas, les gens ne vont jamais s'en servir.
Et puis le dernier point, c'est aussi de choisir des cas d'usage où ça fait du sens pour les équipes, où ça va apporter de la valeur aux gens et à l'entreprise. Et il y a plein de boîtes en fait qui lancent des projets d'IA sur des mauvais cas d'usage. Et du coup, ça a un frein parce que les personnes s'en servent et les gens disent ça ne marche pas, quoi. Il n'y a pas de marché en fait. Ouais. Ouais, très bien. Non, ça marche. Et maintenant que j'ai en face un expert dans l'IA, je voulais en fait confirmer une théorie qui est dans ma tête. Je dis, on peut se servir de no-code en fait pour accélérer, donc en utilisant les plateformes qui existent pour créer des interfaces graphiques, créer des agents automatisés. Ouais. On démarre, donc ce qu'on appelle le startup ou lean startup, on démarre avec moins de dépenses possibles pour aller tester le marché, voir est-ce qu'il y a un retour, et là après venir utiliser de la GenAI, donc l'IA génératif, pour accélérer, donc là pour automatiser un maximum, mais plutôt aussi avoir du support automatisé, de la relation client automatisée, enfin ça, support relation client c'est pareil, et puis mettre de l'IA agentique. Là, on part sur des cas un peu plus complexes pour aller scaler et aller chercher la croissance. Je dirais que c'est pas forcément une mauvaise théorie. La seule fragilité de ça, c'est que en fait, tu crées pas vraiment de barrière à l'entrée si tu fais ça. Okay. C'est-à-dire que tu vas, si c'est facile pour toi, ce sera facile pour quelqu'un d'autre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, tu t'es pas protégé par rapport à une spécificité ou une secret sauce qui t'appartient. Effectivement, Et donc, en fait, pour vraiment avoir une barrière à l'entrée, faut que tu casse un truc qui est dur. Oui. Et donc la question qui va se poser pour toi, c'est comment tu te crées un élément qui rajoute vraiment un supplément de valeur que ton client ne peut pas se faire tout seul en se faisant accompagner, ou que tes concurrents ne vont pas pouvoir faire comme ça en suivant exactement la même trajectoire. Je peux dire que c'est l'expertise métier, peut-être. En fait, c'est exactement ça, c'est d'avoir une techno qui est parfaitement en adéquation avec un besoin métier majeur. Et qui résout quelque chose qui est reconnu comme un problème depuis des générations. Alors si tu arrives à combiner tout ça, là c'est bingo effectivement. Ouais, ça marche. En tout cas, j'essaye en fait actuellement d'écrire un livre blanc là-dessus, en parlant de comment le no-code permet de démarrer. Là, je suis encore sur la mode accélération parce que c'est le plus dur. Parce qu'avant, quand on parle à n'importe qui, même une banque, même ce qu'on veut, quand on dit moi j'ai envie d'accélérer, il faut recruter en fait. La réponse, recruter. Bien sûr. Ouais. Maintenant, c'est de moins en moins vrai avec l'IA, avec l'automatisation. Ça veut dire qu'on peut automatiser sans recruter. Donc avec juste la même masse salariale qu'on a, on peut aller chercher cette accélération-là en automatisant, en mettant de l'IA en place. Après, de l'IA agentique, c'est le début, on va dire. C'est pas encore sec. Est-ce que ça peut aider à scaler? J'ai pas encore. Si, je pense que ça peut aider, mais ça fait pas tout seul. Ça, en fait, l'avantage aussi d'aller recruter des gens, c'est que tu vas compléter tes connaissances et tes savoir-faire d'entreprise. Parce que moi, j'ai tendance à dire, et je pense que c'est vrai, en fait, qu'une IA générative ou un agent, en gros, tu peux autant y faire confiance qu'à un stagiaire. Toi, un stagiaire, c'est quelqu'un qui peut avoir des bonnes connaissances, une bonne formation, qui va pas se tromper dans ses exercices, mais il n'a pas forcément l'expérience ni le recul qui est lié au contexte, et donc il va faire les choses un peu au premier degré. Là où quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, il va avoir une vision stratégique et il va pouvoir planifier 2-3 coups à l'avance et être de ce fait-là beaucoup plus impactant. Okay. Donc c'est un peu comme si tu voulais scaler ta boîte avec des stagiaires d'une certaine manière. Tu vois, à un moment donné, il y a une limite, quoi. C'est vrai. Ça marche. Ouais. Et moi, c'est ce que je dis souvent. Je leur dis, là vous avez besoin d'un stagiaire, vous pouvez mettre un agent IA. Oui, exactement. Et là, il dit bien dit, parce que c'est un stagiaire, c'est vrai qu'il est pas. Tu peux pas lui faire confiance à 100% en fait. Non, c'est ça. Il va falloir quelqu'un derrière qui relise, qui vérifie. Un tuteur. Il faut un tuteur. Exactement. Très bien. Alors la suite, on va peut-être parler de la cité de l'IA. Ouais. Est-ce que tu as un point particulier que tu veux aborder qu'on n'a pas... Sur la cité de l'IA ou sur... Oh non, sur ce qu'on a vu avant. Non, c'est très bien. Non, c'est très bien. Ouais. Très bien. Ok, très bien. Alors, la secret sauce. Non, c'est vrai que la secret sauce, c'est ce qui fait la barrière à l'entrée pour que tu puisses c'est le truc un peu unique que les autres peuvent pas... Ça marche. Donc, la cité de l'IA... Ça a été commencé quand, la cité de l'IA? Vous avez démarré ça? On a commencé en 2019. Ok. Donc, c'était avant ChatGPT et tout ça, donc c'était assez visionnaire.
Ok, franchement, vous avez commencé dès le début, en fait, avant tout le monde. Du coup, vous avez mis tout l'écosystème en place. Exactement. Là, la ChatGPT est arrivée. Vous dites, bon, on est là, on est prêt. Ouais, tout à fait. Ça a été une grosse confirmation pour nous de la vision. Et ce qui était vraiment sympa, c'est qu'on avait déjà construit effectivement le groupe, l'écosystème. Et donc, ça a été un énorme accélérateur pour nous en termes de visibilité et d'impact. Ouais. Ok, moi, ça doit être passionnant, en fait, de voir un petit peu cette évolution-là. Moi, là, à travers ce que j'ai écrit en fait comme livre blanc, en fait, j'ai fait un petit peu mes recherches sur l'historique. Donc, je suis allé vers les années 50. Donc, ça a commencé. Donc, je regardais un petit peu l'évolution petit à petit avec les chercheurs, comment ils ont annoncé ça petit à petit. Et en 2007, avec les Transformers et tout, avec un GPT-1, GPT-2, celui de Google, comment il s'appelait? J'ai oublié son nom. Gemini, c'est celui qui existe aujourd'hui. Mais ils avaient un avant. Oui, je me souviens plus. Ouais. Et en voyant ça, je pense que toi, dans ta tête, tu vas te dire, oh, c'est magnifique, je pourrais pouvoir faire plein de choses en fait, parce que tu voyais un petit peu les choses progresser, que la plupart des gens, ils ont commencé à s'intéresser à l'intelligence artificielle avec l'arrivée du chat GPT-3. Quoi. Donc en fait, le truc un peu marrant, c'est que moi, j'ai toujours un peu le double regard d'entrepreneur et de chercheur. Et pour la communauté des chercheurs en intelligence artificielle, que je continue de côtoyer beaucoup, en fait, la partie modèle de langage, c'était un truc un peu marginal. C'était des mecs qui s'amusaient dans leur coin, mais c'était pas vraiment ça le sujet de l'IA. Et en fait, à un moment donné, il y a eu cet aspect un peu magique du fait que pour la première fois, tu as une machine qui te parle. Et ça a saisi le public. Le grand public s'est vraiment focalisé là-dessus. Et du coup, c'est devenu, dans la tête du grand public, le sujet majoritairement dominant de l'IA. Alors qu'en fait, si tu redemandes aujourd'hui à des chercheurs en IA, ils disent oui, bon, bah, ça c'est un truc marrant, c'est intéressant. Mais l'IA, c'est vachement plus que ça. Et il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire qui ne passent pas par les modèles de langage. Oui, ouais, c'est passionnant. Et dans la cité de l'IA, c'était quoi la raison derrière de l'avoir créé? Alors, la cité de l'IA, en fait, c'était de se dire, l'IA, on a partagé une conviction commune avec tous les membres de la cité de l'IA, c'est de se dire, on est convaincu que ça va transformer les entreprises en profondeur. Et on ne veut pas que nos entreprises dans le territoire elles soient prises par surprise ou qu'elles décrochent économiquement parce qu'elles n'ont pas été capables de s'y mettre. Et on s'est dit, voilà, la meilleure façon d'éviter ça, c'est de travailler ensemble, de partager un peu des besoins en commun. Par exemple, on a fait émerger des formations de data engineer ou de leader data IA parce qu'on s'est rendu compte que ça pénalisait nos entreprises de ne pas en avoir. Et puis on s'est dit aussi que si on alimente l'écosystème avec beaucoup de contenu, etc., on va faire progresser tout le monde et ce sera au bénéfice de tous les acteurs du territoire. Donc c'est un peu c'est un modèle vraiment collaboratif, désintéressé. Et à quel niveau voit l'influence de l'association? Vous êtes en contact quand même avec les écoles pour leur donner une trajectoire sur les parcours ou les débouchés pour adapter leur cursus. Alors, même plus que ça, en fait, ils font partie de la Cité de l'IA. C'est-à-dire, ils font partie de nos membres et on discute régulièrement avec eux. Les deux exemples que je t'ai donnés, à un moment donné, nos entreprises n'arrivaient pas à recruter des data engineers. On s'est réunis entre entreprises clientes de ce type de profil. On a dit, voilà ce que c'est pour nous un data engineer, les compétences. On a été voir les écoles, on a dit, est-ce que vous êtes capable de créer des cursus où on forme des gens qui savent faire ça? Ils ont dit, certains ont dit non, d'autres ont dit bah oui, et du coup, on a fait créer des cursus. La même chose sur le leader data IA, on s'est dit, il faut des gens qui pilotent l'IA dans les boîtes, il faut qu'on les forme. Donc tu vois, c'est un peu ça notre rôle. Ok, c'est bien. Et donc c'est parfait parce que du coup, ça a du sens en fait, tout ça. Quoi. Et de l'autre côté, pour la collectivité, vous êtes en lien aussi avec la région, j'imagine, avec les entreprises qui sont dans le domaine, j'imagine qu'il y a les gros comptes aussi de la région qui font partie de l'association. On a un quart de nos adhérents qui sont les grandes entreprises régionales. On va avoir Rocket, le Safre, Leroy Merlin, ADO, enfin vraiment tous les grandes boîtes. Donc c'est à peu près un quart de nos adhérents. Un quart, c'est des entreprises industrielles de taille moyenne, des ETI. Et puis un quart, c'est des PME. Et le reste de nos adhérents, donc c'est université, école. Et en fait, on apporte des services et on fait se rencontrer un peu tous ces écosystèmes-là. Ok, ça marche. Est-ce que c'est pour toi, pour la Cité de l'IA, parce que c'est toi qui l'as présidée depuis que c'était créé, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un exercice pour toi que tu aimes bien faire? Est-ce que c'est facile à rassembler des gens autour d'une mission, d'une vision, ou c'est compliqué d'un point de vue personnel? Ouais, en fait, je pense que c'est une de mes forces, en fait, c'est d'avoir réussi à faire venir des gens qui venaient pas forcément ils n'avaient pas forcément un bénéfice immédiat à venir,
mais elle est motivée pour contribuer pour un collectif, en se faisant plaisir, en s'amusant et en ayant l'impression d'être utile. Ok. Et en fait, j'ai réussi avec le reste de l'équipe de la Cité de l'IA, je ne m'attribue pas seul le mérite, mais à pas casser cette dynamique de collaboration joyeuse d'une certaine manière. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, les gens, ils sont contents de venir, ils s'éclatent, ils sont utiles, ils apprennent des choses. Ouais. Et en fait, c'est un équilibre fragile qu'il faut qu'on fasse attention à pas casser, mais qu'on a su préserver jusqu'à présent. Ouais. Ça marche. Vous êtes combien dans membres? Alors, il y a à peu près 150 entreprises adhérentes, là un peu plus après le summit il y a 15 jours, donc on va être à 180. Quand on fait des événements, à part le summit où il y a 1200 personnes, mais nos matinales, il y a 300 personnes typiquement, on brasse à peu près 1500, 2000 personnes sur la région de manière régulière. Et sinon, on a un comité de gouvernance où il y a 25 personnes. Ok. Et comment on fait pour y adhérer, pour ceux qui s'intéressent? Ouais, alors le plus simple, c'est d'aller sur notre site qui est www.iahdf.org, donc comme IA Hauts-de-France.org, et là il y a toutes les informations pour adhérer, et ça permet d'avoir accès à des offres pour nos adhérents de formation, d'ateliers partagés, des remises sur des matinales, etc. Ouais. Ok, très bien. Là, tu avais parlé tout à l'heure, juste à l'instant, de Summit, IA Summit Lille. Ouais. Qui était, par rapport à ce que j'ai entendu, un succès cette année. Alors, l'organisation d'un événement à cette ampleur-là, ça demande du focus, de la préparation. Comment tu t'organises par rapport à ce que tu as déjà à côté? J'ai la chance en fait d'avoir des équipes à la fois côté Vecchia qui sont très autonomes et qui arrivent à me libérer du temps, et puis côté Cité de l'IA, on bénéficie en fait des services d'entreprise et Cité et du MEDEF en fait, qui a mis à disposition des équipes opérationnelles. Donc moi mon rôle c'était essentiellement d'animer le comité de programme, d'arbitrer sur les grands éléments clés en fait, du summit, et puis d'utiliser mon influence pour essayer de faire venir certaines personnalités. Donc on a réussi à faire venir Clara Chapaz, par exemple la ministre de l'IA, Xavier Bertrand, et puis des personnes peut-être moins connues mais très importantes dans le domaine de l'IA comme Ian Ferguson, qui est un sociologue de l'IA en entreprise, ou Alexandre Mirles, qui est un diplomate qui travaille sur les sujets internationaux de l'IA pour la France au Quai d'Orsay. Donc c'est ce genre de choses en fait. Du coup, c'est des invités haut placés en fait, on va dire. Voilà. Et en fait, c'est quoi l'objectif derrière de l'IA Summit? C'est de sensibiliser les entreprises ou plutôt mettre les entreprises locales en valeur? C'est quoi c'est un peu tout ça. C'est à la fois sensibiliser. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont venues, qui ne connaissaient pas bien le sujet, qui ont énormément appris pendant une seule journée. C'est un super investissement pour eux du coup. Ça a permis de mettre en avant des boîtes et des startups aussi qui sont très bien placées sur l'IA. Et puis surtout, c'est un lieu de rencontre de l'écosystème. En fait, il y a eu plus de 300 posts sur LinkedIn après l'événement qui parlaient de l'événement. Et il y en a un qui disait en fait, c'est dingue, c'est la première fois que je vois un événement où je connais autant de monde. En fait, parce que les gens étaient hyper contents de se retrouver et de parler du même sujet. D'accord, c'est très bien. Donc, c'est pas mal. Vous préparez déjà la prochaine édition. Le 30 juin 2026. 30 juin, ok. Là, tout à l'heure, tu m'avais dit en off, en fait, l'objectif, c'est d'apporter de la valeur. Ouais. Et aller chercher des gens qui vont plutôt avoir un regard indépendant sans annexer sur du commercial derrière. Ouais, en fait. C'est ça. Est-ce que c'est un choix qui est bien réfléchi, ou c'est quand même osé parce que derrière, en fait, on met à côté une certaine subvention, certains quand on a les grandes boîtes américaines qui disent on est prêt à vous filer 20 000 balles pour faire une conférence sponsorisée, et qu'on leur dit non, c'est vrai que déjà eux ils ont du mal à comprendre. Oui. Mais en fait, pourquoi on a fait ce choix? Parce que la Cité de l'IA, il y a eu un pari qui a été fait depuis le début et qui est hyper important pour nous, c'est d'être un lieu, un tiers de confiance, un lieu où on dit la vérité sur l'IA. C'est-à-dire on se raconte pas des choses en embellissant la mariée ou en faisant peur excessivement aux gens, on dit la vérité. Et donc on s'est dit, si on veut que notre événement nous ressemble, en fait il faut pas qu'on s'autorise à faire des conférences sponsorisées qui vont être finalement une espèce de foire à la saucisse de l'IA où il y a des mecs qui vont venir raconter n'importe quoi, plus ou moins enjolivé. On voulait de la vérité, et donc on a privilégié des témoignages d'entreprises qui l'ont fait pour de vrai, ou des experts qui viennent donner un regard mais qui sont indépendants. Et c'est la contrepartie à ça, c'est qu'on a fait payer l'entrée, mais je dirais par rapport à ce que ça permettait d'avoir en une journée, je pense que c'était un bon deal. Donc donc c'est très bien en fait. Je pense que c'est un choix
c'est un meilleur choix en fait pour moi de mon point de vue C'est modeste. un choix qui vise à nous différencier. C'est-à-dire que Oui, tout à fait. quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Hein, donc, Ouais, effectivement. nous, on voulait pas faire ça. Oui, et surtout avec l'IA, avec toute l'engouement qu'il y a derrière, en fait, Ouais. il y a un peu de tout. Il y a beaucoup de déchets, en fait, et les gens, maintenant, ils ont du mal à faire, en fait, la part des choses et aller chercher de la vraie valeur. Exactement. Et en faisant ça, la garantie, c'est que si les gens viennent et payent, Ouais. derrière, ils vont partir avec des idées, Exactement. des retours d'expérience, des partenaires peut-être, des connaissances, du réseau. Donc Tout à fait. c'est tout l'intérêt d'un événement, en fait. Tout ça. Ouais, puis ça leur a permis aussi de mesurer qu'il y avait une vraie mobilisation des entreprises globalement sur ce sujet. Et aussi, ça a été pour certains un peu un moment de révélation. Ouais. En disant, ah ouais, les gens, ah ouais, vraiment, le sujet est actif. Ah ouais, les gens, ils font tout ça. Et pour certains, ils se sont dit, oula, il serait peut-être temps que je me bouge un peu parce que, en fait, j'avais pas compris que ça bougeait aussi vite, quoi. Oui. Non, ça va vite, ça va très 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 vite. Ça marche. À côté de ça, en fait, tu avais lancé avec des associés Aiko, Ouais. je prononce bien, C'est ça. pour faire des conseils dans l'intelligence artificielle à destination Ouais. des entreprises. C'est ça. Donc c'est une réponse complémentaire avec IA, parce que tu as vu qu'il y avait un besoin aussi sur le marché, Exactement. j'imagine. Ouais. Dans l'accompagnement que tu avais fait, tu m'avais dit tout à l'heure qu'il y a un accompagnement national qui arrivait très vite. Vous attendez pas que ça soit aussi... Ouais, on s'est retrouvé à accompagner, avec cette nouvelle boîte Aiko, on s'est retrouvé à accompagner des entreprises sur le sujet de l'IA partout en France, quasiment 2 mois après la création. Là où on pensait commencer tranquillement au niveau régional. Oui. Mais en fait, ça illustre aussi l'intensité du besoin dans les entreprises et le fait que les entreprises, elles ont besoin d'une vraie expertise. Parce que la problématique de l'IA aujourd'hui, c'est que tout le monde se décrète expert IA du jour au lendemain. Sauf que, en fait, les entrepreneurs ne sont pas idiots, ils voient bien que c'est plus compliqué que ça. Et un peu ce qu'on a essayé d'apporter avec Aiko, c'est justement de l'expertise. Moi, ça fait depuis 2000 que je fais de l'IA, 1997, et ça fait depuis 2008 que j'en fais pour les entreprises. Et donc, ça m'a permis aussi à travers des choses qui n'ont pas marché, des choses qui ont bien marché, de capitaliser un peu des éléments de savoir-faire. Et c'est ça qui sont vraiment recherchés par les entreprises aujourd'hui, quoi. Ok, ça marche. Est-ce que tu as une mission qui t'a un peu marqué d'un client que tu as accompagné? Ouais. Il y a une anecdote là-dessus. En fait, on en a accompagné une 50aine aujourd'hui, donc il y en a beaucoup. Une des toutes premières missions, c'est avec une petite boîte de formation qui est 15 personnes. Et le dirigeant, il est hyper convaincu de l'importance de l'IA. Et son équipe, à l'époque, était vraiment pas convaincue. Et même, ça les gonflait un peu de devoir bosser sur un nouveau projet Luby du président. Et en fait, je les ai accompagnés en proximité. Et genre 2 mois ou 3 mois après le début de la mission, en fait, ils utilisaient tous de l'IA, les créateurs de contenu, les enseignants. C'était devenu un peu le truc universel. Ils en parlaient avec plaisir sur les réseaux. Enfin, c'était un truc de fou, quoi. Et ça, vraiment, ça m'a permis de réaliser qu'en fait... il y avait une vraie attente en fait de la part des collaborateurs dans les boîtes, et puis que si tu apportais le sujet de la bonne façon, en fait, tu pouvais aller à une vitesse de fou, en fait. Ouais. Parce qu'en fait, les gens, ils croyaient un petit peu dans les films, l'IA qui parlait, etc. Exactement, ça les choque un petit peu. Ouais. Mais au moment quand ils goûtent au truc, qu'ils essayent, qu'ils voient un petit peu les réponses, ce qu'ils sont capables de faire avec l'IA génératif, là, ils sont contents et ils adoptent rapidement. Puis ça les aide à résoudre certains problèmes qui les gonflent. Devoir saisir 10 fois la même chose 10 fois par jour dans le même truc, c'est pas marrant, donc l'IA peut être super pour ça. Super, rien que pour moi je l'entends dans la famille quand ils arrivent à reformuler leur email et ils écrivent un peu n'importe comment, ils arrivent à reformuler le mail et ils sont vachement contents parce qu'ils passent une heure à dire ce qu'ils vont faire, ce qu'ils vont écrire. Exactement. C'est pas simple. Là depuis le début tu m'avais dit c'est 20 ans à peu près dans l'IA. C'est quoi du coup ta vision pour les 5-10 ans à venir? Comment tu vois un petit peu l'évolution? Alors moi ma première conviction, c'est que les modèles de langage tels qu'on les connaît, ils vont continuer à progresser mais moins vite. Et donc il va y avoir besoin de nouvelles générations en fait, technologiques pour pouvoir faire beaucoup plus que ce qu'ils font aujourd'hui. Ce que dit Yann Lequin, et je suis complètement d'accord avec lui en tant que ancien chercheur, c'est que ce qui manque aujourd'hui à ces modèles, c'est un sens physique du monde. Ils connaissent du monde que ce qu'il y a dans les livres et dans les textes. Ouais. Et donc en fait, ils sont idiots sur des choses qui sont évidentes pour nous, êtres humains. Et donc en fait, il va y avoir besoin de créer ces nouvelles générations. On ne sait pas encore ce qu'elles vont faire, on ne sait pas comment elles vont le faire, qui vont probablement apporter des choses différentes. Et puis je crois aussi qu'il y a besoin de continuer à créer des startups et des entreprises sur des usages verticalisés, c'est-à-dire des pain points très précis
des entreprises sur la partie financière, RH, opérationnelle, transport, logistique, etc., développeurs, exploitation IT, etc., pour apporter des réponses ultra performantes. Là, aujourd'hui, l'IA, elle l'aide à faire, mais elle n'est pas encore forcément très performante. Ok. Qu'est-ce que tu vois comme risque, toi, pour les entreprises Alors, je fais beaucoup de conférences sur l'IA et je parle beaucoup des risques parce que je pense que c'est important d'être honnête avec les gens. Mais heureusement, il y a des solutions par rapport à tous ces risques. Le premier, c'est le risque des fake news, de la désinformation qu'on voit déjà sur les réseaux sociaux. Et donc, on peut s'en protéger simplement en faisant de l'éducation, en rendant les gens intelligents et en développant l'esprit critique. Il y a des risques sur la cybersécurité. Aujourd'hui, les pirates, ils utilisent de plus en plus de l'IA pour attaquer les systèmes d'information. Et ça devient les mails de phishing, on dirait des vrais maintenant. Ouais. Donc ça, c'est parce qu'il y a l'IA qui est derrière. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc il faut continuer à éduquer et mettre en place des parades. Il y a des risques avec le shadow IA, c'est-à-dire les gens qui s'utilisent l'IA mais sans le dire. Et du coup, ils peuvent trahir des secrets industriels, uploader des documents qu'ils n'auraient pas dû, donner des informations sur les collègues sans s'en rendre compte. Et ça devient problématique pour pas mal d'entreprises. Il y a des risques autour de la consommation d'énergie et de la pollution que ça peut engendrer. Et donc, une des recommandations que je donne beaucoup aux entreprises, c'est de faire, même de manière macroscopique, un bilan environnemental de leur cas d'usage IA. Est-ce que ce que je vais économiser parce que j'optimise mes opérations, ça va compenser les consommations électriques. Et il y a plein de cas d'usage où c'est le cas, donc ça c'est super. Et puis il y a des cas d'usage, par exemple le starter pack dont on a parlé, tu fais la petite image, ça apporte pas beaucoup de valeur et ça fait beaucoup de pollution. Tout à fait. Et puis il y a des risques aussi autour de la compétence. C'est-à-dire que si on s'appuie trop, si en fait son boulot ça devient confirmer ce que dit l'IA, en fait au bout d'un moment on ne sait plus le faire. On devient idiot. Et donc quelque part les entreprises elles ont un besoin de capitaliser la compétence et de s'assurer que les gens ils deviennent pas trop feignants entre guillemets et qu'ils oublient pas comment on fait quoi. Oui. Un peu comme avec la bagnole. Si on faisait pas du sport à côté, on risque tous d'avoir des problèmes cardiaques. Donc ça, voilà, il faut compenser par d'autres choses. Oui, moi je le vois dans le dev beaucoup en fait, parce que l'IA nous aide beaucoup à développer. Donc ça fait de l'autocomplétion, même des fois maintenant avec le copilote ou l'arrivée du curseur. C'est des IDE qui ont des agents IA qui sont capables en fait de coder à notre place et à la fin en fait juste tu confirmes ce qu'il a créé. Mais moi qui a fait du dev pendant 10 ans, ça me dérange pas parce que je vois un petit peu ce qu'il fait, je comprends. Mais par contre, pour les générations à venir, s'ils commencent à utiliser du ChatGPT ou des agents comme ça pour le développement, ils savent pas comment en fait quoi écrire, etc. Et au final, ils vont devenir en fait des mauvais développeurs parce qu'ils savent pas en fait ce qu'ils font réellement. En fait. Ce qui fait que tu deviens compétent, c'est que tu as voulu par le passé faire un truc, tu n'as pas réussi, tu as cherché 50 façons différentes de le faire, ou alors tu as construit une architecture qui s'est révélée immaintenable, parce que tu es passé par ces étapes d'échec et d'apprentissage. Effectivement, si aujourd'hui c'est juste appuyer sur OK, là tu vas rien apprendre. C'est un danger. C'est un danger réel. Là, tout à l'heure, quand tu avais parlé des emails de phishing, en fait, moi la semaine dernière, ce qui m'est arrivé, je voyais en fait, je reçois un mail, un mec qui m'insulte. Après un deuxième et en fait à chaque fois parce qu'ils font répondre aux mails et je voyais en fait un email free en fait qui envoyait avec comme quoi la facture n'a pas été payée, il faut faire le paiement sinon ça va être résilié. Quand je regarde le mail et le template il est très bien fait, on est loin avec des polices avec des fautes d'orthographe, on dirait que c'est Free qui l'avait envoyé. Et en fait ce qui s'est passé c'est que moi je suis en train de développer une petite appli où il y a de l'envoi de mails. En fait, j'ai donné en fait la clé d'usage de mon Brevo de l'application le serveur SMTP qui fait les envois de mails. Je pense qu'il a dû fuiter, elle a été pushée sur GitHub, un truc comme ça. Donc ça a été fuité en fait cette clé-là et ils l'ont utilisée pour envoyer des mails à mon compte en fait. Heureusement, j'avais un compte gratuit donc c'était limité à 300. Et quand je regarde, je vois 300 mails envoyés de phishing, donc ça c'est du scam. Et je vois des gens cliquer et je vois 17 personnes qui ont cliqué. Et je vois des gens qui me répondent, qui me disent ouais mais je voulais faire le paiement mais j'ai ces problèmes là ou j'ai donc en fait ils sont tombés dans le panneau. Donc sur 300 il y en a quand même 17 qui ont cliqué et il y en a 2 ou 3 et en fait à chaque fois quand j'ai des réponses je réponds attention c'est un scam il faut pas le prendre et le mec il me prend pour il me dit que c'est toi non je vais appeler quand même parce que je suis pas sûr de ce que tu me dis, il faut que je sois sûr. Après il y en a qui comprennent qu'ils étaient scammés
Et quand tu vois ça, tu dis, bah ouais, l'IA, ça peut permet être utilisé. d'identifier des clés comme toi beaucoup plus rapidement. Tout à fait. Ouais, ça permet de passer le piratage à l'échelle. Ouais, et puis, il y a un site qui s'appelle same.dev, je sais pas si tu le connais, où en fait, tu lui donnes un site, il va te faire une copie de ce site-là, et du coup, ça simplifie un petit peu le scam. Tu m'étonnes. Ouais. Donc là, on a parlé un petit peu des risques. Est-ce qu'il y a une promesse quand même qui est forte, au-delà on parle de l'AGI, en fait, c'est le fameux agent IA qui va tout faire à notre place, réserver notre place de concert, organiser nos vacances. Il va vivre notre vie à notre place. Effectivement. Donc, on va discuter avec lui, comme le film Her, je ne sais pas si tu l'as regardé. Est-ce que cette promesse-là, elle est proche, selon toi? Alors, on va l'atteindre. Ce qui est sûr, c'est que l'intelligence artificielle progresse de plus en plus. Et que parmi... il y a une stat, alors je ne sais pas si elle est vraie, mais je pense qu'elle est vraie, qui disait que parmi les plus importants usages de l'IA générative, à titre personnel, c'est d'avoir une espèce de psy personnalisé. Donc il y a un vrai besoin chez l'être humain de pouvoir interagir avec la machine, parce que la machine, elle a un énorme avantage, c'est qu'elle ne vous juge pas, elle ne se moque pas de vous. Et donc, quand on est un peu besoin de se confier, etc., c'est finalement c'est assez simple. Donc ça c'est sûr que ce type d'usage-là, ils vont se développer. Après, sur l'AGI, ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générale, en fait, le premier point, c'est qu'elle est assez mal définie aujourd'hui. Donc, on peut dire ce qu'on veut sur un truc qui n'est pas bien défini. Mais globalement, la définition que j'en ai, moi, c'est une AGI qui est capable, une intelligence artificielle qui est capable d'être au moins aussi forte que l'être humain sur n'importe quel sujet. Par exemple, elle va être capable de nous battre au jeu de Go, elle va être capable de nous battre aux échecs, de nous donner la meilleure recette de cuisine, etc. Pour moi, ça, on en est encore très loin, puisqu'en fait, il y a des problématiques conceptuelles dans les IA aujourd'hui. Le premier, c'est qu'elles sont optimisées par rapport à un objectif. Donc toute IA, quelque part, est hyper spécialisée pour être la meilleure à faire quelque chose. Une IA qui est très bonne au Go aujourd'hui, elle est incapable de vous parler, elle ne sait pas jouer aux échecs. C'est pas le même modèle. Ouais, c'est le système d'instruction, comment il a été défini. Voilà, quelle est la fonction, quel est l'objectif qu'on cherche. Et donc tant qu'on n'est pas capable de passer à quelque chose avec un nombre d'objectifs quasiment infini, en fait, on ne saura pas faire ça. Donc ça, c'est un problème fondamental. Le deuxième problème, c'est que quand on apprend un modèle d'intelligence artificielle, on apprend, en fait, on ne fait pas de différence entre une réponse exacte et une réponse presque exacte. Okay. Tu vois, c'est pour ça que ChatGPT, avant qu'il le branche sur une calculatrice sans nous le dire, en fait, quand tu lui demandais ça fait combien 4 plus 3, si tu lui demandais 4 plus 3 égale 7,1, ce qui est mathématiquement faux, il disait ouais c'est bon, c'est à peu près. Tu vois, il fait pas la différence, tu vois, entre un truc exact et un truc à peu près exact. Et ça, en fait, c'est un vrai problème quand tu veux utiliser, par exemple, pour faire des maths avancées, pour faire du légal, où là, une règle, elle est respectée ou pas, mais pas à peu près respectée. Tu vois, donc ça, c'est un vrai problème aujourd'hui qu'on ne sait pas résoudre. Et tant qu'on n'arrivera pas à résoudre ça, on n'arrivera pas à faire des intelligences artificielles générales, comme tu viens de décrire. Ok, bah, c'est très bien. Et là, ce que tu vois dans l'accompagnement des entreprises, eux, ils veulent quand même créer leur propre modèle, ou ils se basent sur du modèle existant, open source, avec du fine-tuning. Qu'est-ce que tu vois plus? Alors, des boîtes qui veulent créer leur propre modèle, si on parle des modèles de langage, il n'y en a quasiment pas aujourd'hui. Il faut vraiment des moyens importants, il faut acheter des bases de données gigantesques qui coûtent très cher, il faut beaucoup de capacité de compute. Donc, c'est réservé à des acteurs qui se spécialisent là-dessus. Par contre, si tu veux faire un modèle d'optimisation de trafic, de prévision, etc., là, c'est tout à fait possible de développer son propre modèle. Ça nécessite des compétences et du compute beaucoup moins pointu. Mais globalement, ce qui se passe, on va vers une commoditisation. Globalement, c'est que les gens, ils utilisent des modèles qu'ils trouvent sur étagère. Ils se prennent un peu moins la tête à le faire eux-mêmes. Avec, ça a certaines limites, ça rend dépendant d'un fournisseur, mais ça permet d'aller plus vite. Ok. Donc, c'est un modèle, je le fine-tune avec les données de mon entreprise. Voilà. Et du coup, j'obtiens ce qu'on appelle un RAG, par exemple. Un RAG où on peut partir sur du LoRa aussi pour fine-tuner. Absolument. Et pour les entreprises maintenant qui veulent mettre par exemple un chatbot, qu'est-ce que tu leur conseilles? C'est du RAG ou plutôt aller sur un modèle et le fine-tuner avec du LoRa? C'est deux choses différentes. Alors la question elle est hyper spécifique, mais j'ai envie de dire ça va dépendre de l'usage qu'on veut en faire. Si c'est un chatbot par exemple pour mettre sur un call center pour discuter avec un client, il vaut mieux utiliser une solution d'éditeur ultra spécialisé parce qu'il faut un très haut niveau de robustesse, on ne va pas se permettre, il faut catcher les erreurs, pouvoir reprendre la main, etc. Donc c'est vachement compliqué en fait, il y a un vrai process à construire derrière. Si c'est un chatbot interne, pour faire sur les RH,
On peut faire un rack de base avec, on file les 3-4, comment dirais-je, les règles internes qui définissent comment on pose ses congés, qu'est-ce qui se passe si je prends une voiture de l'entreprise et que j'ai crevé, enfin toutes ces choses-là. En fait, ça c'est une méthode assez simple qui évite des gros projets. Ouais, très bien, ça marche. On arrive vers la fin. On va conclure sur des conseils que tu donnes aux personnes qui veulent démarrer, par exemple, une entreprise dans l'IA. Qu'est-ce que tu leur conseilles en premier? Moi, ma vision, c'est une très bonne idée parce qu'il y a un énorme champ de potentiel. Si vous voulez vraiment faire un truc qui cartonne, c'est de réfléchir à un pain point à résoudre. Je pense que c'est vraiment... c'est un conseil assez général, mais qui est particulièrement vrai dans l'IA, parce que l'IA, les gens, ils ont tendance à se dire, tiens, on peut faire ça, bon, on va le faire. Mais s'il n'y a pas un vrai problème, et s'il y a un vrai problème, ça veut dire qu'il ne suffira pas juste de bricoler un truc en 2 minutes, ça veut dire qu'il faudra rajouter une forte compétence métier, peut-être développer des algorithmes propriétaires. Donc, choisissez un sujet difficile, j'ai envie de dire, mais universel, si possible. Ok. Parce que c'est ça qui vous assurera d'avoir un champ de développement. Parce que moi, ma crainte, c'est que si on se contente d'assembler 2-3 agents vite fait, en fait, on n'a aucune protection par rapport à des acteurs type Microsoft, ChatGPT ou même Apple, peut-être s'ils s'y mettent. Et on peut se faire balayer du jour au lendemain sans l'avoir vu venir. Okay. Et quand on est entrepreneur, c'est la pire chose qui peut arriver, quoi. Ouais. Donc, il faut quand même avoir quelques barrières à l'entrée et aller sur des sujets qui ne vont pas intéresser. Sur des verticalités assez spécifiques. Sur des verticalités très spécifiques. Quoi. Ok. Et en termes de technologie, en fait, qu'est-ce qu'on conseille pour, par exemple, est-ce qu'on part sur des solutions open source ou on peut aller sur des solutions Microsoft ou type OpenAI, Google, selon ta vision du marché? Il n'y a pas de réponse universelle. Il y a quand même un point de vigilance, c'est qu'aujourd'hui, il faut savoir que les IA génératives type ChatGPT ou Gemini, etc., elles ne sont pas vendues à leur vrai prix. En fait, ils perdent beaucoup d'argent, les acteurs là-dessus, parce qu'ils espèrent plus tard en gagner. Mais il est possible, et ça devrait probablement arriver dans les 12-18 mois, que les tarifs augmentent très fortement. Okay. Et dans ce cas-là, il faut être prêt le jour où ça arrive, parce que si ta grille de prix, elle est plus compatible avec ce que tu payes, ton business, il s'écroule. Oui. Donc, en fait, il faut avoir un plan B. Et donc, ça peut être très bien pour benchmarker, pour tester un truc, mais à un moment donné, il faut quand même s'assurer d'avoir la capacité à rebondir, à changer, à prendre un truc open source. Il y a plein de modèles très bien en open source, qui sont un peu moins performants que ceux en ligne, mais c'est ça qu'il faut regarder. Ouais. Ok, c'est très bien. Est-ce que toi, est-ce que tu as un livre que tu peux conseiller pour ceux qui veulent entreprendre? Alors, quand on est entrepreneur, je pense que c'est une bonne idée de lire beaucoup de livres. Il y en a un, je pense que je ne suis pas le premier à le citer, mais c'est Ben Horowitz, The Hard Thing About Hard Things. Je pense que c'est assez complet sur tout ce qui peut se passer quand on est entrepreneur. Ça raconte bien l'histoire. Ouais. Ça marche. Est-ce que tu as une citation qui te booste le matin? Je ne l'avais pas préparé. C'est pas grave. Est-ce que ça t'arrive d'avoir des moments de doute? Des moments de doute, je dirais. En fait, quand tu es entrepreneur, il faut être un peu inconscient et en fait insensible à l'échec et du coup souvent aussi un peu à la réussite. Et donc le doute, c'est pas tellement ça, c'est plus le stress parce que tu as beaucoup de sujets à traiter en même temps, te dire comment je vais y arriver, mais quand tu es orienté solution, en fait, le doute, il se transforme assez vite en plan d'action. Okay. Donc ça reste pas très longtemps en général. Ok, et dans ces moments-là, qu'est-ce que tu fais toi pour garder le rythme? Pour aller se réveiller le matin, aller bosser? Quand on est entrepreneur, on sait qu'on n'a pas de patron. Il y a personne qui nous dit pourquoi vous n'êtes pas là à 9h, mais quand même on a des responsabilités. Je dirais, il y a... En fait, les Chinois, historiquement, par rapport à leur empereur, ils disent la première responsabilité de l'empereur, c'est d'être en forme pour pouvoir gérer en cas de crise. Et donc, moi, souvent, j'accompagne pas mal d'entrepreneurs qui sont au début. Je leur dis, pense d'abord à te préserver, c'est-à-dire à faire du sport, à dormir, à garder une lucidité et pas te noyer sous du travail en ayant l'impression d'être utile. Parce que si tu es obligé de faire le boulot de tes équipes, c'est qu'il y a un problème. Donc, aménage-toi du temps pour pouvoir prendre du recul, réfléchir et te maintenir en forme. Et puis, être à fond quand il y a un problème qui surjoint. C'est ce que tu fais? Ouais, c'est ce que j'essaye de faire. Très bien. Et est-ce que tu as eu déjà un moment où tu te dis, là, je vais arrêter? Et c'était à quel moment? Et comment t'en es sorti de ce moment-là pour me dire, là, je vais
je vais quand même me battre, je vais pas m'arrêter là. Ouais, ça m'arrive tous les ans. Au moment où je prends mes vacances d'été, qui sont un peu les grandes vacances, où je fais vraiment un vrai break. Ok. En fait, j'ai un espèce de point bas la première semaine après mes vacances, où en fait, je pense, un effet de décompensation. On l'a tous. Et tu dis, je vais jamais être capable de reprendre à la rentrée. Et puis en fait, si, une fois qu'on a pris, c'est pour ça qu'il faut prendre au moins 2 semaines, parce que sinon, t'as pas le temps de passer cette espèce de point-là. D'accord. Et là, tu te dis, bon allez, en fait, si, ça y est, j'ai rechargé les batteries et j'y vais, quoi. Ok, ça marche. C'est quoi le meilleur conseil que tu as eu de la part de quelqu'un d'autre? Ouais, le meilleur conseil qu'on m'a donné, et je pense que c'est important de le répéter, c'est fais-toi confiance en fait. Parce que quand tu es entrepreneur, tu es entouré de gens qui vont te dire que tu n'as rien compris, ou que tu n'es pas sur la bonne voie, ou que c'est pas comme ça qu'il faut faire. Et en fait, c'est ton pire ennemi, en fait, ce truc-là. Ça viendra soit de tes administrateurs, tes actionnaires si tu as fait une levée de fonds, soit de ta famille, soit de tes salariés, ou soit de tes clients. Et en fait, il faut trouver le juste compromis entre avoir de l'écoute, mais il faut se faire confiance. Ok. Et je pense que ça, c'est vraiment important. Oui, très bien. Est-ce que toi, par exemple, tu t'imagines avoir réussi dans la vie? En fait, c'est quoi réussir dans la vie? Réussir dans la vie et réussir sa vie, c'est différent. Ouais, non, mais oui, parce que je gagne bien ma vie, j'ai des salariés qui sont bien payés, on a des clients qui sont contents. Et puis, moi, ma trajectoire de vie professionnelle, ça a été de faire progresser les entreprises grâce à l'IA. Okay. Et à travers les différents projets où je suis impliqué, VKL, ST de l'IA et AICO, j'ai l'impression d'atteindre cet objectif. Okay. Et je le mesure un peu tous les jours. C'est-à-dire des clients qui disent, ouais, c'est super, ça nous a fait progresser. Là, les résultats sont super. Enfin, ça, c'est quelque chose que je perçois, que je reçois assez souvent. Okay. Et donc, à ce titre-là, ouais, je peux dire que j'ai réussi ce que je voulais. Ouais. Ça marche, c'est très bien. Parce que moi, quand j'avais fait la préparation du podcast, j'ai quand même cherché des moments où tu avais fait des bascules comme ça. J'en ai pas trouvé. Est-ce qu'il y en a quand même qui sont cachés, des moments où tu as tout arrêté parce que tu pensais que c'était un mauvais choix? Tu as basculé, oui. Tu l'as senti comme un échec et tu as été allé chercher autre chose? Dans Vekia, par exemple, il y a des produits qu'on a complètement arrêtés. Okay. Il y en a, on s'est dit, non mais ça, en fait, on arrête complètement ce truc-là, on n'arrivera jamais. Ou un autre qui était en train de vivoter, qu'on a préféré revendre à un autre éditeur. Parce qu'on s'est dit, non... Oui, ça c'est un peu... Ces genres de décisions-là, c'est comme quand on a basculé en SaaS, j'ai décidé de tuer le on-premise. C'est une décision qui était très difficile parce que certains clients, ils attendaient des évolutions sur le on-premise qu'on n'était plus capable de faire. Mais je veux dire, c'est comme ça qu'on avance. Il faut savoir à un moment donné, de manière très rationnelle, se dire ça marche pas, j'arrête. Et je me ressente sur autre chose. D'accord. Donc, il y a quand même des moments de réflexion là-dessus. Oui, bien sûr. Ok, très bien. En tout cas, merci. C'était intéressant comme échange. Merci à toi, Abder. Et à la question que je pose souvent à mes invités, je leur propose de revenir dans 6 mois, dans 1 an, pour voir un petit peu comment ils ont évolué dans le temps. Est-ce que ça t'intéresserait de revenir? C'est toujours intéressant, avec plaisir. Merci de me proposer. Je te remercie. Ouais. En tout cas, un plaisir de te rencontrer et d'avoir discuté avec toi aujourd'hui. On se dit du coup à bientôt. Ouais, à bientôt. Merci. Merci